On poursuit ce Lex Inside, on va parler responsabilité pénale des dirigeants avec mon invité Mathieu Lantéry, avocat chez Bougartchev, moine associé. Mathieu Lantéry, bonjour. Bonjour Arnaud. Nous allons aborder un sujet qui préoccupe les entreprises, la responsabilité pénale des dirigeants. Qu'entend-on exactement par responsabilité pénale des dirigeants? Alors, de prime abord, c'est une notion assez simple à définir, bien qu'aucun texte légal ne le prévoit. Toute personne qui adopte un comportement que la loi définit comme infractionnel se rend potentiellement coupable d'une infraction. Et sa responsabilité pénale peut être engagée. Mais dans une entreprise, il y a beaucoup de situations qui en elles-mêmes peuvent devenir des situations délictueuses. C'est pour ça qu'un dirigeant n'est pas un justiciable comme les autres, c'est un justiciable qui court plus de risques, soit par ses propres faits, soit par les faits de ses préposés. C'est pour ça qu'on parle tant de responsabilité pénale des dirigeants, parce que c'est un risque qu'on connaît, mais qu'il faut maîtriser au sein des entreprises. Dans quel cas la responsabilité pénale des dirigeants peut-elle être engagée? Globalement, il y a deux cas de figure. Euh, En principe, la responsabilité pénale du dirigeant est engagée lorsque, c'est ce que je disais, hein, le dirigeant commet lui-même, personnellement, des actes ou adopte un comportement qui est infractionnel, un comportement qui correspond aux éléments constitutifs d'une infraction pénale. Euh, c'est la première hypothèse, c'est le premier cas. On pense notamment, par exemple, à l'abus de biens social d'un dirigeant qui utiliserait les fonds de sa société dont il est dirigeant pour, par exemple, abonder la trésorerie d'une autre société dans laquelle il aurait des intérêts. Eh bien, ça peut parfois, dans certaines circonstances, constituer un cas de responsabilité pénale. Ça, c'est l'action du dirigeant lui-même qui, avec son papier, son stylo, signe un ordre de virement. Évidemment. Mais il y a une deuxième situation qui est celle non pas du dirigeant lui-même, mais de l'hypothèse où cette fois ce sont des actions diverses qui sont réalisées au sein de la société, parfois dont on ne sait pas exactement dire qui précisément a pris la décision. Et bien dans ces circonstances, il peut arriver que le dirigeant soit responsable pénalement. Dans quelles circonstances un dirigeant peut-il être tenu responsable pénalement pour des actes commis par des employés? Eh bien, ça correspond à cette deuxième hypothèse en réalité. En principe, en droit pénal, la règle, c'est la responsabilité pénale du fait personnel. Je suis coupable, responsable de ce que j'ai fait et seulement de ce que j'ai fait, pas de ce que les autres ont fait, et heureusement. Mais si on ne peut pas dire que la responsabilité pénale du dirigeant soit une entorse à ce principe, une exception à ce principe, ça reste quand même une nuance. Parce que on observe que la jurisprudence est très rigoureuse à l'encontre des dirigeants, et très souvent elle fait peser sur les dirigeants cette responsabilité de ce qui se passe dans l'entreprise. Pourquoi? Parce que le dirigeant est considéré, en droit pénal des affaires, en droit pénal du travail, comme ne pouvant pas ignorer ce qui se passe au sein de son entreprise. Plusieurs exemples, c'est notamment dans le domaine du droit pénal du travail qu'on retrouve régulièrement c'est ce cas de figure-là. L'exemple d'un accident sur un chantier. Vous prenez sur un chantier, un accident intervient, un ouvrier du chantier est blessé. Évidemment que ça n'est pas le dirigeant qui, avec ses petites mains, a rédigé les clauses techniques. Évidemment que ce n'est pas lui qui a rédigé le registre de sécurité et qui était sur place pour vérifier ce qui se faisait. Néanmoins, c'est au dirigeant qu'il appartenait de faire en sorte que les mesures de sécurité idoines soient respectées. Et donc, si ces préposés n'étaient pas suffisamment formés, si ces préposés n'étaient pas suffisamment informés des règles de sécurité, eh bien c'est sur le dirigeant que la responsabilité portera. On retrouve ça également en matière de travail dissimulé, on retrouve ça également en matière de harcèlement. On sait que dans des affaires récentes, la jurisprudence a dégagé la notion de harcèlement institutionnel, où on n'est plus seulement sur le harcèlement d'un supérieur sur un préposé, un subordonné, mais l'organisation entière. Et dans ce cas-là, eh bien, ça sera au premier chef la responsabilité des dirigeants qui sera cherchée, puis éventuellement de la personne morale, les dirigeants en étant le vecteur. Quelles sont les principales infractions pour lesquelles les dirigeants d'entreprise risquent-ils d'être poursuivis pénalement? La réponse simple, c'est pour toute infraction. Parce que, en réalité, toutes les infractions de droit commun peuvent être reprochées à un dirigeant
d'une société commerciale, d'une entreprise. La responsabilité est extrêmement large, hein. On pense là encore, dans une actualité relativement récente, aux dirigeants d'un ancien cimentier français qui ont été mis en examen pour financement du terrorisme. On n'imagine pas forcément que c'est le risque premier du dirigeant d'une entreprise, et pourtant ça arrive. Donc toutes les infractions peuvent être reprochées, toutes les infractions de l'arsenal législatif et infractionnel peuvent être reprochées à un dirigeant. Néanmoins, il y a quand même des marottes particulières, des infractions qui reviennent spécifiquement sur les dirigeants. Ça va être par exemple, ce qu'on évoquait tout à l'heure, l'abus de biens sociaux, toutes les infractions du droit pénal du travail. Ça sera le droit pénal du travail, donc le harcèlement, le travail dissimulé, les ATMT, accidents du travail, maladies professionnelles, et notamment les blessures involontaires, toutes ces infractions involontaires qui seront reprochées également aux dirigeants. Donc l'arsenal est infini. Quelles sont les sanctions encourues par un dirigeant reconnu pénalement responsable? Eh bien, en principe, le dirigeant est injusticiable comme un autre. Donc, il encourt la peine qui est prévue par le texte d'incrimination. C'est aussi simple que ça, et ça c'est la théorie, c'est-à-dire que si le texte prévoit une peine d'emprisonnement et une peine d'amende, eh bien le dirigeant encourt les deux. En pratique, les peines d'emprisonnement fermes, non aménageables, sont rarement prononcées. On sera plutôt sur des peines d'avertissement ou des peines financières lourdes, qui dépendront bien sûr de la personnalité et du casier judiciaire de la personne, mais généralement c'est ça. En revanche, ce qui inquiète surtout les dirigeants, ce sont les peines complémentaires et notamment l'interdiction de diriger, l'interdiction de gérer. C'est-à-dire que, bon, on se voit prononcer une amende qui peut être relativement élevée. En matière de travail dissimulé, par exemple, c'est 45 000 €, mais ça reste une somme relative par rapport aux fonctions que peuvent exercer certains dirigeants. En revanche, une interdiction de diriger qui parfois peut être définitive, eh bien, les conséquences sont beaucoup plus graves. Comment les dirigeants peuvent-ils anticiper et prévenir les risques pénaux liés à leurs fonctions? Bien sûr, eh bien, la première chose à faire, c'est de travailler en amont. C'est de cartographier ces risques en fonction du secteur dans lequel on intervient, en fonction de son industrie, de savoir précisément quels risques sont susceptibles d'intervenir et de maîtriser ces risques après les avoir identifiés. En droit pénal, une infraction, c'est, on le sait, un élément matériel, un élément intentionnel. Une fois qu'on sait où sont les risques, eh bien, il suffit de faire en sorte que l'élément matériel, l'élément intentionnel ne surviennent pas. En matière d'accident du travail, en matière de blessures involontaires, l'un des critères qui permettent de caractériser l'infraction, c'est le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence. Eh bien, il suffit de faire en sorte que ces manquements n'interviennent pas. Donc, respecter, identifier les règles de sécurité et de prudence qui s'imposent à nous selon l'industrie dans laquelle on est, les identifier, les corriger, les prévenir et les respecter. Et ça, quand on fait ça, mécaniquement, on écarte le risque de responsabilité sur l'élément matériel. Et sur l'élément intentionnel, eh bien, dès lors qu'on met en place les processus internes qui permettent de démontrer la volonté du dirigeant, la volonté de l'entreprise de respecter la loi, de respecter la réglementation, d'être dans une démarche de conformité, c'est un mot à la mode, eh bien, on aura d'autant plus d'éléments à faire valoir devant un juge pénal pour présenter l'absence d'éléments intentionnels. Quels sont les outils ou mécanismes à la disposition des dirigeants pour se protéger contre ces risques? L'élément classique bien connu dont qu'on ne peut pas ne pas évoquer quand on parle de responsabilité pénale des dirigeants, c'est la délégation de pouvoir. Évidemment, un dirigeant dont il sait qu'il repose sur lui un risque de responsabilité pénale, va faire des délégations de pouvoir. Sauf que la délégation de pouvoir, on le sait aussi, n'est pas absolue. On ne peut pas déléguer l'entièreté de ses pouvoirs. Il faut que la délégation soit précise et il faut qu'elle soit déléguée à une personne qui a les moyens, les compétences et l'autorité nécessaires pour l'exécuter. Ce sont les critères jurisprudentiels en la matière. D'où l'importance de bien maîtriser sa délégation de pouvoir, de l'inscrire dans une organisation interne cohérente et réfléchie. On va conclure là-dessus. Merci Mathieu Lantéry d'être venu sur notre plateau.